Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons commencer avec la rentrée. Les 117 000 élèves mahorais ont repris le chemin de l'école depuis la semaine dernière. Une rentrée qui s'est déroulée globalement sans encombre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un enseignant devant chaque élève, notamment dans le second degré ? Alors, vous faites bien de préciser, dans le premier degré, oui, aucun souci, il faut que les écoles soient toutes ouvertes. On sait qu'il y avait quelques conflits dans certains villages. Et dans le second degré, la semaine dernière, c'était un petit peu moins de 100 enseignants qui nous manquaient, toutes disciplines confondues, ce qui veut dire que c'est moins que les années précédentes. L'an dernier, on avait plutôt réussi une bonne rentrée. Et donc cette année, c'est encore un peu mieux techniquement parlant, sachant qu'on a recruté 350 nouveaux enseignants supplémentaires, donc plutôt satisfaisant. C'est-à-dire quand il manque une petite centaine d'enseignants, c'est à peine 1%, ce qui veut dire qu'on peut les remplacer, on peut s'organiser au sein des établissements pour le remplacement. Donc oui, on a un enseignant face à chaque élève. On sait qu'il y a beaucoup de contractuels, certains peuvent abandonner en cours d'année. Quel vivier aujourd'hui pour remplacer les enseignants qui partent ? Alors, pour le premier degré, on a un vivier d'enseignants remplaçants qui s'est constitué de plus de 60 enseignants remplaçants. Pour le second degré, c'est plus délicat puisque tout dépend des disciplines. Et on a des disciplines où on a quelques difficultés. Alors, bien sûr, en français, même si on recrute encore. Et puis, on a des disciplines professionnelles qui sont très singulières. Je pense au lycée de Chirangui qui cherchait des enseignants en couture. Alors, c'est quelque chose de compliqué, mais on peut mobiliser des professionnels pour cela. On a des règles assez souples. Je vous avoue que c'est plus difficile quand les compétences sont très spécifiques, en fait. Face à la surpopulation scolaire, l'éducation nationale construit, je parle là aussi du second degré, notamment agrandit les établissements existants, sauf que par endroit, il n'y a plus d'espace du tout dans ces établissements. Est-ce que ça ne risque pas de provoquer des tensions, ce manque d'espace pour les élèves ? Alors, on n'agrandit plus nos établissements, on en construit des nouveaux et on a un gros plan d'investissement justement pour faire sortir de terre des collèges et des lycées. Bon, le lycée des métiers du bâtiment Longoni, on a le collège de Vaïbé qui va bientôt commencer, on a le lycée de Chirangui, nouveau lycée de Chirangui qui est entamé également. Donc, on construit des bâtiments et c'est vrai que dans nos perspectives, cette construction va permettre de répondre à la pression démographique, mais il faut être honnête, les établissements, même avec les nouvelles places, resteront surchargés à 120%, c'est-à-dire ils sont très denses. Est-ce que ça pose problème aujourd'hui ? Non, parce que nous avons des élèves qui sont quand même remarquables de discipline au sein des établissements scolaires, mais c'est vrai qu'ils sont très denses. Et qu'il faudra qu'à terme, on puisse trouver des solutions pour avoir des plus petits établissements. Et c'est dans cet esprit qu'on se projette déjà sur la construction de nouveaux établissements. Et je pense à Bamana, par exemple. En haut de Bamana, on va faire un petit collège de 300 à 400 places. Et dans plusieurs endroits, on va faire des petits collèges qui correspondent à des normes de petites villes. C'est possible d'avoir des petits collèges aujourd'hui et puis une concentration importante d'élèves. On le voit déjà sur Kawini, par exemple. On a les écoles primaires Kawini Post, etc. On a le lycée. Toute cette concentration d'élèves, est-ce que ça ne risque pas de provoquer des tensions ? On connaît la problématique de l'insécurité. Alors, c'est toujours à double tranchant parce qu'en même temps, nos établissements scolaires sont positionnés là où habitent les gens. Et sur Kawini, il y a une densification des établissements, mais parce que la population est en proximité, ce qui permet aux élèves de venir pour la plupart à pied. Et donc, notre stratégie, c'est aussi de pouvoir implanter des établissements scolaires en proximité des foyers d'habitation donc par quartier. Je pense sur le Grand Mamoudzou, on va essayer de pouvoir implanter un établissement sur le terre-plein de Msapéré pour éviter tous ces mouvements de jeunes qui parfois prennent le bus ou qui sont coincés ou qui se croisent, dans l'objectif aussi de réduire les risques de tension entre villages. Comment viser l'excellence aujourd'hui dans ces conditions ? Alors, on a entamé dès cette année à la fois une sixième qui est adaptée aux besoins de chaque élève, avec des groupes de niveau, des groupes de besoins. Ensuite, on continue à ouvrir
des formations d'excellence et on s'aperçoit qu'à Mayotte, on peut parfaitement bien réussir. Et je pense aux classes préparatoires, 100% de réussite pour la classe préparatoire de Sada, par exemple. Mais c'est pareil au lycée des Lumières. Et on a encore des places dans la filière Maths Sup, Maths P, c'est les disciplines scientifiques qui sont au lycée Bamana. Donc on a des élèves extrêmement brillants et je tiens à les féliciter, à les saluer. Et il en est de même pour un certain nombre de parcours à l'université. Donc il faut continuer à la fois à élargir cette offre de formation, à être ambitieux pour cette académie, et puis à nous organiser, c'est ce qu'on fait dès le collège, pour pouvoir répondre aux besoins de chacun, certains ayant besoin, notamment dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, puisque la maîtrise de la langue, à l'écrit comme à l'oral, est quelque chose de déterminant. Si vous me permettez une petite incursion, hier j'étais à la remise des prix de la course de pneus, et l'animateur, organisateur, à un moment donné, a voulu donner la parole aux jeunes qui n'osent pas prendre la parole, ne serait-ce que pour se présenter, de dire d'où ils viennent et comment ils s'appellent. Et je crois qu'on a vraiment ce travail d'expression, et puisque vous êtes un média, à essayer de faire pour les jeunes. Alors les filles s'en sortent mieux que les garçons, mais les garçons, ils s'enferment des fois dans une représentation, une angoisse, et il faut qu'on réussisse à lever ça, parce qu'on sait que la parole, la lecture, est un élément structurant de la pensée. On parlait des classes de niveau mises en place depuis cette rentrée scolaire. Certains élèves ne savent ni lire ni écrire au collège. Est-ce que c'est vraiment leur place aujourd'hui, le collège ? Alors leur place est à l'école, déjà. Ensuite, il faut que nous nous organisions, et c'est vraiment un travail de fond qu'on a entamé depuis 2 ans à l'école primaire pour qu'on ne rencontre plus ce genre de difficultés à l'entrée au collège. Ça serait bien que l'ensemble des élèves qui arrivent au collège puissent lire et écrire. Sauf qu'il y a des élèves qui arrivent en cours d'année, qui arrivent des îles voisines. Ils sont déjà d'un certain âge, du coup il faut les mettre au collège parce qu'ils ont l'âge d'être au collège. Alors en cours d'année, il y a très peu d'élèves qui arrivent en cours d'année. Ils sont accueillis dans un dispositif particulier. Nous avons le CASNAV, où là ils sont évalués au regard de leurs capacités et ils sont affectés effectivement dans des établissements en fonction de leur niveau de compétence, mais au regard des places disponibles. Donc il n'y a pas cette crainte. Elle n'est pas tout à fait fondée. Maintenant, pour les élèves qui sont en grande difficulté, cette année, nous avons mis en place une 6e spécifique permettant la mise en place de groupes à 13 élèves dédiés à plus de 9 heures de français, par exemple, sur l'acquisition de la langue française en groupe de besoins renforcés, on va dire. On espère que ce problème sera rapidement derrière nous, mais après, la loi, vous savez, nous oblige à prendre en charge tous les élèves. Et donc on adapte les dispositifs à cela. L'école publique souffre d'une mauvaise image. Ici à Mayotte, on parle du niveau très bas des élèves et beaucoup de parents choisissent ces écoles associatives, ces écoles privées. Quel contrôle aujourd'hui et quel accompagnement de la part du rectorat ? Alors, c'est toujours... Alors, premièrement, attention aux représentations. On a tendance à dire que les écoles privées produisent des meilleurs élèves que les écoles publiques. Il y a très peu d'écoles privées à Mayotte, éventuellement en maternelle, un petit peu en primaire. Et je crois qu'il n'y a qu'un collège avec quelques dizaines d'élèves. C'est pas la masse de l'éducation à Mayotte. Ensuite, on produit des bons résultats à Mayotte. Je crois que notre système scolaire peut prétendre à la qualité sur ce territoire. Concernant spécifiquement les écoles privées, si ces associations ou ces structures qui portent ces écoles souhaitent passer contrat avec l'éducation nationale, c'est-à-dire devenir un établissement privé sous contrat, dans ce cas-là, si ça fonctionne, il faut déposer un dossier. Il y en a aujourd'hui qui ont déposé des dossiers ou pas ? On n'a qu'un établissement qui est sous contrat, qui sont les apprentis d'Auteuil. C'est-à-dire il faut déposer un dossier, il faut pendant 5 ans faire preuve de capacité à faire, aussi bien en assurant l'encadrement que les résultats, que les valeurs de la République. Et ensuite, c'est pas le rectorat qui décide, c'est-à-dire que c'est une décision qui va bien plus haut que le ministère de l'Éducation nationale. C'est dans le projet de loi de finances, donc du ministère du Budget, qui décide
d'accepter le fait que telle école va pouvoir être sous contrat avec l'éducation nationale et de pouvoir affecter les moyens, c'est-à-dire le personnel, qui sera des enseignants titulaires, détachés de l'académie au sein des écoles. Alors moi, j'ai rencontré sur Mamoudzou, et j'en ai parlé au maire aussi encore récemment, un certain nombre de gestionnaires ou de responsables d'écoles privées primaires qui me disent « Écoutez, monsieur le recteur, est-ce qu'on pourrait faire un pacte de non-agression, parce que les enseignants que nous recrutons, nous peinons aussi à les recruter. Donc la difficulté de recruter des enseignants, elle est valable dans le privé comme dans le public. Et puis, parfois, ils vont rapidement chez vous, les enseignants. Et moi, je propose, et je leur ai dit, écoutez, voyez avec le maire si on ne peut pas municipaliser ces écoles et travailler à une carte des formations. Ça veut dire quoi exactement, municipaliser ces écoles ? Plutôt qu'être privée, la passer sous public. Dès l'instant où elle sera publique, c'est-à-dire gérée par la mairie, après la mairie va maîtriser la sectorisation des recrutements. On peut travailler avec la mairie pour qu'on ait des écoles dites d'excellence. Je ne vais pas y être spécifiquement opposé. On sait qu'en fonction des lieux géographiques d'habitat, c'est pas la même population. J'aime pas trop cette ségrégation. Néanmoins, je suis sensible au fait que nous devons assurer dans un certain nombre d'établissements une prise en charge singulière. Et si cette école est municipalisée, alors nous mettrons les enseignants à disposition, comme la loi nous y autorise. Parlons de l'expérimentation du port de l'uniforme. 4 établissements devaient être concernés. Ici, à Mayotte, 2 collèges et 2 lycées. Ça a commencé aujourd'hui ? Comment ça se passe ? La réponse est non, dans la mesure où il faut l'autorisation à la fois des parents, à la fois du conseil d'administration. Mais vous savez, dans le dispositif national, cette prise en charge de l'uniforme devait être assumée pour partie par les collectivités locales. Nous n'avons pas de collectivité locale pour les collèges et les lycées puisqu'ils appartiennent au rectorat et le rectorat n'avait pas les fonds pour le faire. Mais puisque vous lancez le débat, ça a été un petit peu polémique et je pense à un lycée qui était plutôt dans le rejet de cette dynamique. Le lycée de Sada. Exactement. Alors moi j'ai cherché à les rassurer en disant mais c'est peut-être l'occasion à Mayotte et plutôt que d'attendre, je dirais, de l'argent et des fonds spécifiques du ministère, pourquoi ne pas le faire, je dirais, nous-mêmes, avec l'aval des familles, donc des conseils d'administration des établissements, en disant quel est le contenu de cet uniforme ? Et est-ce que l'uniforme ne peut pas être tout simplement un habit traditionnel mahorais ? Est-ce que l'uniforme ne peut pas être tout simplement un habit traditionnel mahorais ? Puisque des jeunes filles voilées et les parents considéraient que c'était une manière peut-être de dévoiler, si je peux me permettre, de ces jeunes filles. Alors là-dessus, il faut qu'on soit parfaitement clair. La loi de 2004 sur les établissements scolaires interdit tout signe extérieur religieux à l'école, ce qui veut dire que si un élève vient voilé, elle est en situation d'illégalité et donc susceptible d'être renvoyée. Et nous devons respecter la loi et je sais que les Mahorais sont très sensibles au respect des valeurs de la République et il faut que tout le monde se conforme à cette exigence. Jacques Mikulovic, vous pensez à l'éducation, à la santé, vous pointez du doigt ces élèves qui boivent très tôt du soda le matin, mais souvent ces boissons sont vendues aux abords des établissements scolaires, aux abords des écoles. Pourquoi ne pas discuter avec les mairies et l'ARS justement pour enlever ces points de vente ? Alors, c'est un vrai débat. Au lycée de Tsarano, il y a eu une discussion avec justement ces personnes qui sont devant pour qu'elles puissent rentrer dans l'établissement sous condition justement que les produits soient plus conformes aux attentes. À une alimentation plus saine. Mais je dirais, au-delà de ça, je crois que là, ce coup-ci, c'est toutes les familles qui sont concernées parce qu'il s'avère que moi, je me promène beaucoup sur Mayotte le week-end et je vois pas un gamin à 8h du matin qui sort d'un Doucabé avec sa canette et son paquet de chips. C'est assez impressionnant et il faut vraiment se prémunir de cela parce qu'on sait que les effets à long terme
c'est pas quand ils vont avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans qu'ils vont rencontrer des problèmes, même s'ils risquent des problèmes de carie, donc au niveau dentaire, mais c'est à 30 ans, 35 ans, 40 ans que le diabète va arriver, donc on perd la vue, donc il y a des amputations, il suffit de regarder les statistiques de l'hôpital. À Mayotte, on ampute beaucoup, tout ça parce qu'on mange mal et des boissons sucrées. Mais j'ai rencontré la députée Anchia Bamana qui est très sensible à cette problématique d'éducation à la santé à l'école. Et elle ne comprend pas comment dans maintenant ce qui devient une coutume mahoraise pendant l'été, les manzaraka par exemple, où elle me dit mais c'est des litres et des litres de boissons sucrées qui sont distribuées. Les établissements scolaires, ces points de vente vont rester là de toute façon, nous, on ne peut maîtriser que ce qu'il y a dans l'école. Devant l'école, c'est malheureusement pas notre responsabilité. Et on sait qu'il y a une pression de ces dames pour pouvoir continuer à vendre. Donc notre réponse sera... on construit des cuisines satellites de pouvoir permettre la restauration à tous les enfants au sein des établissements scolaires. On doit travailler sur le long terme. Après, on ne peut pas... Merci beaucoup, Jacques Mikulovic, pour cet entretien. Merci.